la dégradation de son statut des pays de paix et de stabilité est préoccupante. De nouveaux rapts observés dans la partie septentrionale du pays. On va dire, Georges Dubé-Banla, que c'est une pénétration fulgurante qui déshonore ou alors qui ridiculise le système sécuritaire du pays. Cette désobéissance, je voulais parler de certains Camerounais antipatriotes. Le Cameroun est quand même revêtu d'une grosse robe de pays site touristique viable, donc sécurisé. De l'appellation Afrique en miniature. Prenons le régime d'Aïdjo Paul Biya. Ça veut dire que après qu'il soit parti, pourquoi c'est tous ces derniers temps qu'on parle d'environnement? Parce que simplement, il y a un problème sérieux. Non seulement il y a une dégradation financière qui s'est installée, et on a pris en otage l'institution qu'on appelle M. Biya. On a pris en otage tous les citoyens. Et à un moment, quand on regarde la vie, c'est sans espoir. Nous sommes dans un pays où les gens ont posé un certain nombre d'actes et ne veulent pas qu'on en parle parce que simplement, ils sont aujourd'hui mi-chemin entre la prison et la liberté. Et aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation de ce que ces prédateurs ont maille à partir avec le système en place. Vous pensez que les enlèvements sont organisés par Yaoundé? Mais je vous donne même les noms des gens qui organisent depuis. Arrêtez à Tangandji, on le fouette. C'est lui. Vous savez pourquoi j'insiste sur Tangandji? C'est une accusation grave. Pourquoi est-ce qu'il ne se plaint pas? Moi, je l'autorise à se plaindre. C'est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Non. Sans portefeuille. Son bureau est où? Sans portefeuille. Son budget est où? Ne rappelez pas qu'il est évadé de prison à Newbel. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas parlé de la fausse monnaie ici. Ça, c'est pas, ça, c'est du passé. Le passé. Ça, c'est le passé. On met ça dans le passé. Les registres témoignent encore qu'il est passé par là. Non, si on parle de Balabessa, tu vas t'énerver. Tu vas dire qu'on n'aime parler. Donc Balabessa a son mentor dans l'histoire de Highland Corporation. On ne veut pas en parler ici. Pas aujourd'hui. Il y a un peu d'argent qui sont allés à l'école publique de Colandom comme financement à travers la Corporation Bank. On ne peut pas parler de ça. Vous voulez parler de l'affaire Campost? Non. Est-ce que Fabio nous fait des emprunts à la Campus? Pas du tout. Il a emprunté un peu d'argent à Highland Corporation Bank quand son ami officiel là-bas en tant que directeur général. Comme pour dire, l'histoire de Boko Haram est liée à l'argent. C'est ce qu'ils voient dans les bingos, les romans de Blake, de Zembla, les trucs les rodéos. Des rodéos. Il y a les romans de femmes là qu'elles aiment lire souvent, les nous deux. Les harlequins. Parce que tu sais, quand les gens voient les histoires dans les séries là, on dit, je peux enlever. Donc on peut enlever aussi comme ça. Ça s'appelle comment? 24 heures chrono. Je n'arrive pas. Jack Bauer. Jack Bauer. Depuis que le chef de l'État est arrivé, pourquoi on ne parle pas des enlèvements de l'église catholique du côté du Nord? C'est fini. Pourquoi on ne parle pas? Parce que c'était un gros mensonge. J'étais le premier à dire que c'est des menteurs. Ces gens-là, c'est des bandits. Comprenez à peu près? Aujourd'hui, force est de croire que ce qu'ils ont engagé comme grosse affaire dans l'histoire de Boko Haram n'est qu'une histoire de la gnognotte. C'est la presse qui a fabriqué Boko Haram. Je suis désolé, je vais vous le dire. Il y a une certaine presse qui a prêté le flanc. Je ne peux pas parler de ce que je ne vois pas. Je ne peux pas parler de ce que je ne peux pas matérialiser. Vous comprenez à peu près? Boko Haram veut dire même quoi? Ça a quelle consonance? Vous comprenez? Quand une presse commence à dire les Boko Haram ont envahi le Yaoundé, vous les avez identifiés? Vous les avez identifiés? Non. Mais vous êtes déjà en train de dire les Boko Haram. Ils ne mettent même pas au conditionnel, ils disent ils vont envahir. Oui, il y a les Boko Haram à Douala. Oui, parce qu'il y a une information qui est venue de ce que, du côté du nord et du sud-ouest, il y a un certain nombre de bandits étant armés qui posent un certain nombre de problèmes. Au même titre que les ferrailleurs, que j'appelle les coupeurs de route. Vous comprenez à peu près? Quand on parle de Boko Haram, c'est que il y a une complicité au niveau des forces de sécurité intérieures. Parce que pour pénétrer, il faut que vous ayez des informations où vous allez et que vous identifiez le site pour venir enlever les gens. Le ministre de la Communication, Issa Chiluma, a dit il y a les armes qu'on a retrouvées. Et bizarrement, il s'est fondé sur il s'est fondé sur sa façon de donner un certain nombre d'informations non vérifiées, non avérées. Vous comprenez à peu près. Et ça fait que cette histoire devient redondante. L'histoire de Boko Haram est liée pour l'instabilité. Parce que les gens sont liés et se disent, pour que nous puissions essayer de détourner l'attention du peuple, détourner l'attention du président de la République, il va falloir que nous puissions
poser cet acte pour distraire. Boko Haram, c'est une histoire de rigolade au Cameroun. Et ils fabriquent n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Je vais vous dire, chaque fois, on vous dit au Nigeria, on a enlevé des gens. Je peux apporter un témoignage exceptionnel. Boko Haram, c'est quoi? C'est une fabrication camerounaise, une fabrication nigériane, une fabrication tchadienne des pays mitoyens, là où les gens ont pensé à un certain nombre de choses. Nous sommes en pleine crise économique financière. Parce que c'est une organisation en réseau. Il faut trouver un système pour créer de l'argent, pour intéresser les gens. On crée une affaire. Et cette affaire, les pays que j'ai cités, certains responsables au niveau de sécuritaire prennent c'est-à-dire la responsabilité de le faire. Prenez, Boko Haram, c'est une fabrication, une création d'un réseau de bandits qui veulent passer une communication aux différents chefs d'État de la sous-région que si vous ne composez pas avec nous, nous allons vous emmener à composer avec nous. Parce que l'histoire de Boko Haram ne va plus finir. Parce que c'est devenu un fonds de commerce. Et chaque fois maintenant qu'il y a un problème dans un pays, on dit les Boko Haram ont enlevé les gens au Tchad. C'est quoi cette histoire-là? Et la sécurité est où? Vous comprenez à peu près? Justement. Et on ne trouve jamais la solution. Et toutes les solutions sont que pécuniaires. Donner 9 milliards, donner 6 milliards. Le président de la République a dit qu'il ne donne pas. Mais depuis qu'il est arrivé, je ne suis plus que vraiment l'histoire de Boko Haram. Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas retrouvé les plaies? D'accord. Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas retrouvé les plaies? En ce moment, je parle. Dans ce studio. Bon, c'est des choses que des gens ne peuvent pas dire. Parce que la honte est toute bue. Qu'on nous démontre aujourd'hui, ou bien Issa Tirouma, qui est le porte-parole, qui démontre aujourd'hui alors que son histoire de Boko Haram fabriquée à ce qu'on appelle à la con, moi j'ai dit, excusez-moi de cela, du peu, pour dire que Boko Haram n'existe pas. Les malfrats, oui. Comme démontre que c'est une contrebande, ou bien c'est une bande qui est nommée Boko Haram. Et les Boko Haram sont les qui? Les chefs de file, c'est les Atangagne. Moi, je le dis. D'accord. Je vais retracer l'histoire à partir justement de ces enlèvements des religieux par Al-Sosten. Un enlèvement sur lequel le chef de l'État serait prononcé en disant je refuse toute négociation et tout paiement de rançon. Après, nous avons vécu d'autres enlèvements, je pense plus précisément le week-end dernier, ce qui semble être comme une sorte d'engloutissement de ces ravisseurs dans la partie septentrionale du pays, mais visiblement, rien ne fait reculer ces forces extérieures. Un peu oui, mais je pense que je voudrais justement ramener un peu plus de lumière dans ce que dit le président Gilbert. Quand il dit que Boko Haram n'existe pas, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de menace qui existe au Cameroun. Parce que les gens ont besoin d'un prétexte justement pour créer la division d'une république comme la nôtre. Et nous savons que le prétexte qu'on a utilisé au Rwanda, c'était les Tutsis contre les Hutus, parce qu'on avait besoin de passer par des terres pour diviser les gens. Le prétexte qu'on a utilisé au niveau de la Centrafrique, c'est justement le problème de la Séléka, les Anti-Balaka. Voilà. Ce qui s'est passé en Djamena et au Tchad, c'est justement un problème de famille, donc une espèce de bagarre entre la même chose en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a besoin d'un prétexte pour s'installer au Cameroun. La menace Boko Haram existe, mais elle n'existe pas telle qu'on l'a dit au Cameroun, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens s'accrochent justement derrière le prétexte Boko Haram pour continuer à commettre des forfaits. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents, parce qu'on reconnaît quand même qu'au niveau de l'administration camerounaise et d'un certain nombre de responsables camerounais, on retrouve une espèce de propagande. À la limite, pendant que le Cameroun rêve d'une stabilité, certains utilisent justement l'effet Boko Haram pour aller faire des campagnes personnelles, donner de l'argent. Et il ne faut pas oublier qu'à une certaine... Je te donne le mot. Ok. On dit que Boko Haram est passé par Garoua. D'accord? Oui. En ce moment, Marafa est le plus riche de cette région. Pourquoi les Boko Haram ne vont pas payer chez lui? Voilà. Parce que ces Boko Haram ne cherchent que à ravir. Ils sont souvent des ravisseurs et des maîtres chanteurs. Ils ne vont jamais dans les banques. Ils ne vont jamais chercher là où il y a de l'argent. Ils ne vont jamais chercher des riches. Ils ne vont pas dans les milieux publics pour aller arracher des biens. Il y a un problème. Parce qu'il faut rentrer dans